Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier sur le travail pair. Je suis Johanna Barthélémy, chargée de mission travail social à la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, j'anime cet atelier aujourd'hui avec Sylvie Joliveau, chargée de mission participation de la Fédération Bretagne. Donc voilà, avant de rentrer dans le sujet de l'atelier et de vous présenter les intervenants et le fonctionnement d'aujourd'hui, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas présents aux autres ateliers de cette semaine. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir dans quelle mesure le travail pair peut soutenir la participation. Et donc, cet atelier s'inscrit dans le printemps de la participation qui est organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité dans le cadre d'une préparation aux 20 ans de la loi de 2002. Donc, l'objectif de ces ateliers, c'est de proposer des échanges, de prendre le temps de partager des informations, des pratiques qui fonctionnent sur la participation et de faire passer des messages aussi lors de la plénière de conclusion du 27 mai, donc qui sera en présence du directeur de la DIAL et de la déléguée interministérielle à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Donc pour rappel, cet atelier, il est en visio, il est enregistré. Normalement, vous avez donné votre accord quand vous êtes rentré sur le visio. Il n'y aura pas de prise de parole directe qui sera possible parce que vous êtes un nombre important de participants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que après la présentation des intervenants et les échanges, on pourra recueillir vos questions dans le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et on les traitera dans un second temps, nous avec Sylvie. Ensuite, peut-être pour rentrer dans le sujet du travail pair et donner un cadre général sur le travail pair, je me suis permise de prendre une définition sur le site de la plateforme de promotion et développement du travail pair qui est présente aujourd'hui. Donc, pour qu'on parte à peu près tous sur une base et un cadre commun. Donc, le travail pair repose dans les champs de l'intervention sociale et médico-sociale sur le principe d'un accompagnement des personnes par des pairs, c'est-à-dire des professionnels dotés de savoir d'expérience acquis au fil d'un parcours de vie similaire à celui des personnes. Donc, on reviendra sur ces différents termes et sur cette définition à travers nos échanges. Quand on s'est rencontrés avec les intervenants pour préparer cet atelier sur le travail pair, ce qui est ressorti dans nos échanges, c'est que le travail pair n'est pas un objectif en soi, mais bien un moyen, tout comme la participation, de reconnaître le savoir et les compétences des personnes en situation de précarité et de changer le regard qu'on porte sur elles. Là, aujourd'hui, on va voir en quoi le travail pair peut faciliter la participation, mais c'est aussi bien d'avoir en tête que le recrutement d'un travailleur pair ne peut pas se substituer à une démarche de participation dans les centres d'hébergement et dans les structures sociales. Par contre, il peut venir la soutenir. Voilà, avant de vous présenter les intervenants, aujourd'hui on va fonctionner sur une table ronde, un tour de visio et un échange entre les différents intervenants. Donc ça sera une interaction entre les deux animatrices et les intervenants. Avant de présenter les intervenants, Adrien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le cadre de l'atelier que je n'ai pas dit? Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Adrien Brégère, chargé de mission sur les questions de
travail social et de participation. Et j'anime notamment le groupe d'appui national participation qui est à l'origine en fait, de cette séquence d'ateliers et de l'ensemble qui est autour du printemps de la participation. C'était vraiment important pour nous qu'il y ait un atelier sur la question du travail pair et de faire le lien avec tisser les différents liens qu'il peut y avoir entre travail pair et participation. Sur les questions de modalités de participation à l'atelier, je pense que tu l'as bien expliqué. Ce qui vous est proposé, c'est de poser tout commentaire, toute question, toute réflexion, toute émotion qui vous viendrait pendant cet atelier via le chat. Ce serait intéressant parce que ça permettra de nourrir les échanges. Et puis, je vous souhaite un bon atelier. Merci. Juste une petite précision, un peu technique, quand vous vous adressez un message via le chat, faites attention à sélectionner la mention tous les panélistes et tous les participants de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à votre réaction. C'est bon pour moi. Merci Adrien. Du coup, comme on a la chance d'avoir 5 intervenants aujourd'hui, je me permets de les présenter en introduction, mais n'hésitez pas à me compléter ou à me corriger si c'est imprécis. Donc, on accueille aujourd'hui Laetitia Schweitzer et Élise Martin de la plateforme de promotion et de développement du travail pair Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette plateforme, même si on y reviendra sûrement, elle accompagne les structures qui souhaitent recruter un travailleur pair et aussi apporte un soutien individuel et collectif aux travailleurs pairs eux-mêmes. Donc, on pourra revenir dans le détail de leur mission si besoin. Donc, Laetitia Schweitzer est chargée de mission à cette plateforme, docteur en sciences de l'information et de la communication, et a une expérience de la pair-aidance. Et Élise Martin est chargée de mission pair et donc a travaillé plusieurs années dans un service d'accompagnement au logement pour les personnes qui sont à la rue et le nom de l'association, c'est Totem. Du service, c'est Totem et qui est de formation éducatrice spécialisée aussi. Nicolas Lepers aussi, qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est chargé de mission pair à la plateforme de soutien à la participation en Isère. Donc, son travail, c'est de mobiliser et de créer des collectifs en Isère et également aussi d'accompagner les structures dans cette participation. On pourra aussi y revenir plus en détail à travers des exemples d'accompagnement. Et donc, on accueille aussi Carole Lefloc et Aïcha Hadchik. Donc, Carole Lefloc, qui est coordinatrice pair du Conseil régional des personnes accompagnées et accueillies en Île-de-France, qui est conseillère technique dans un institut de formation et personne qualifiée dans différentes instances, notamment à la Haute Autorité de Santé. Et donc, pour finir, Aïcha Hadchik, qui est travailleuse pair sur plusieurs CHRS et services de l'association Alinea. Donc, Alinea, c'est une association qui regroupe plusieurs centres d'hébergement et de services d'accompagnement au logement. Donc, 5 intervenants qui sont travailleurs pairs, mais qui n'ont pas tous les mêmes missions. Laetitia et Élise sont davantage sur un travail réflexif sur le travail pair et sur l'accompagnement des structures. Nicolas Lepers sur un poste hybride entre travail réflexif sur la participation et travail de terrain et mobilisation des publics. Et Carole Lefloc et Aïcha Hadchik qui sont davantage, leur poste est davantage représentatif des travailleurs pairs aujourd'hui parce qu'elles font un travail de terrain et de mobilisation des hébergés. Voilà, j'ai été peut-être un peu longue, mais je pense que pour l'introduction, je pense que c'est bon. Sylvie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, moi je pense que tout y est. En effet, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cet atelier, donc qui porte sur le travail pair et la participation et en quoi le travail pair peut dynamiser les instances et les actions de participation dans des structures. Donc, on va procéder avec 2 questions principales qu'on posera, qui vaudront pour tous les intervenants.
Et quand je redis que pour les personnes qui assistent à cette visio, vous pouvez poser vos questions comme ça commence à être fait là via le chat et on relève les questions pour les poser dans un second temps aux intervenants. Donc, une première question qui va vous être posée donc, aux intervenants. Le travail pair ou la travailleuse pair, le travailleur pair, est-il un bon moyen pour dynamiser la participation dans une structure selon vous? Peut-être qu'Aïcha, tu peux commencer en nous parlant voilà, et ton expérience et en quoi elle permet de dynamiser la participation. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, d'accord. Oui, donc c'est vrai que je travaille donc plusieurs CHRS, plus des diffus, donc à l'association Alinea. Et donc mon travail, c'est d'essayer de mobiliser donc on va dire les personnes, les résidents. Voilà, je ne trouvais plus mon mot. Donc mobiliser les résidents déjà par rapport à ce que je dois leur faire, enfin ce que nous devons travailler, c'est le CVS, le Conseil de la vie sociale. Leur parler aussi de la charte et aussi parler du règlement de fonctionnement de chaque CHRS. Donc voilà, j'essaye dans tous les CHRS de mobiliser donc les résidents. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais quand même, sur certains sites, ça va, j'y arrive. Et comment, en tant que travailleur pair, vous avez l'impression que ça peut peut-être apporter d'autres éléments que ce que faisaient auparavant certainement des travailleurs sociaux? Alors, moi, pour vraiment les mobiliser, enfin, bien parler avec eux et qu'ils soient en confiance, je ne leur cache pas que moi aussi, j'ai été hébergé comme eux, donc dans l'institution de Alinea, enfin l'association. Et je pense que quand on leur dit ça, je pense qu'après, ils se sentent en confiance parce qu'ils se disent, bah, voilà, elle connaît comment ça se passe. Et je leur dis que je suis là pour vous soutenir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous vous sentez plus à l'aise avec moi, autant on travaille ensemble. Si vous ne vous sentez pas, puis j'en ai qui me disent, bah, non, 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 on préfère que toi, tu nous dises, tu fasses les réunions avec nous, on te expose le problème, que tu fasses remonter, parce que nous aussi, on a peur de faire remonter. Donc, voilà. Et est-ce que toi, tu as pu en échanger aussi avec tes collègues professionnels, du coup, et voir s'il y a eu une différence entre avant et après ton arrivée pour animer ces CVS? Alors, je ne cache pas que c'est vrai que je suis arrivé donc dans deux CHRS, enfin, je suis toujours, mais où j'ai pu quand même apaiser certaines choses. J'ai fait des réunions d'équipe avec donc, les collègues pour leur dire voilà où était le malaise et comment voilà, on devrait travailler avec eux au niveau comme je disais, au niveau de la prépa, travailler avec eux sur le langage, sur comment ils vivent, enfin, ils vont vivre ici dans ce CHRS, quoi. Merci pour ce premier éclairage, Aïcha. Je vous en prie. Nicolas, peut-être que tu peux nous parler de ton expérience, toi, en tant que travailleur pair. Voilà mon expérience en travailleur pair. J'ai commencé en tant qu'accompagnant aussi. Donc, j'ai commencé dans l'accompagnement social et vers l'accès au logement. J'ai suivi par la participation avec un poste de chargé de mission qui est un petit peu particulier, hein. Donc, ça veut dire que la mission, elle est de relever des problématiques et de mobiliser et d'organiser des personnes à demander le changement elles-mêmes. Donc là, ça devient un petit peu compliqué d'imaginer de mobiliser des personnes qui sont très loin des parcours institutionnels habituels sur des problématiques bien distinctes. Et là, voilà, j'ai envie de dire que cette approche de travailleur pair, elle permet aussi de ne pas arriver de manière frontale comme un éducateur spécialisé ou comme un assistant social, mais d'arriver plus en tant qu'accompagnant en disant, écoute, je n'ai pas les solutions, mais je vais les chercher avec toi. Et je crois que là, déjà, le rapport de confiance se passe beaucoup plus facilement, étant donné que les solutions, on va les chercher avec les personnes. Parce que même nous, on ne les a pas, les solutions. Personnellement, je ne suis pas formé à l'institution et à la base, je ne connaissais pas l'institution du tout. D'accord. Je suis parti aussi à la découverte des institutions
suite à cet accompagnement chargé de mission pair. Oui. Et tes missions, alors plus précisément, ça consiste en quoi en lien avec la participation? Tes missions précisément en lien avec la participation, pardon. Alors, précisément en lien avec la participation, il y a déjà un gros travail de recueil qui est fait. Hein. Ça veut dire que c'est un travail de fourmi qui commence par le recueil individuel des personnes et par le relevé de problématiques de manière individuelle, jusqu'à entrecroiser ces problématiques et y trouver des causes transversales, pour pouvoir derrière créer du collectif et créer éventuellement des groupes de personnes mobilisées assez vastes pour pouvoir demander le changement avec des décideurs. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué en fait. Et du coup, ça se traduit comment une fois que cette mobilisation est faite? C'est à travers quoi? Des lieux de rencontre, des créneaux peut-être? Disons qu'il y a déjà la question des créneaux horaires qui est très importante. Il vaut mieux, en règle générale, quand on s'adresse à un public totalement éclectique, les voir très tôt le matin. Il faut s'imaginer de voir les personnes très tôt le matin pour essayer d'en tirer le meilleur. Il faut également penser à leur donner des disponibilités totalement improbables en disant voilà, si tu n'es pas dispo le vendredi, je serai peut-être dispo le samedi. Donc, il faut aussi faire l'impasse sur les honoraires qu'on nous donne habituellement quand on est salarié. Et d'autre part, je pense qu'il est important d'aller au rythme des personnes. Donc, c'est les collectifs et les groupes qui vont donner leur rythme. Et c'est à leur rythme qu'on va avancer, et pas autrement. Ok, merci aussi pour cet éclairage. On va peut-être laisser la parole à Carole maintenant, qui va pouvoir nous présenter un petit peu la construction de sa posture d'experte du vécu, enfin, comment faire comprendre la participation à ses employeurs dans son poste de travailleuse pair. Ah, il faut que tu réactives ton micro, Carole. Pardon, excusez-moi, mais parce que là, j'ai eu un problème de PC, donc je suis avec le téléphone, il va falloir que je jongle avec les deux, quoi. Je repartirai plus sur ce que disait Aïcha, en fait, où je soutiens beaucoup que pour moi, le début, c'est la mobilisation. Hein. La mobilisation à participer, il faut informer, il faut sensibiliser d'une certaine façon. Et ce qui est important, au-delà du statut, hein, que ce soit un père aidant ou un travailleur pair, en fait, c'est le terme pair. Parce ce que moi j'aborde et je verbalise les choses différemment. Parce que c'est compliqué d'inciter une personne à participer quand elle est fracassée par la vie et qu'elle est au quotidien en train de se battre pour essayer de survivre. Il faut parfois les mots d'une personne qui l'ait vécu pour réussir à la faire venir. Rien que juste à la faire venir, je pense que c'est important. Et il faut, ce que je disais aussi juste avant, j'ai pas retenu le prénom, je suis désolée, mais c'est que il faut bien entendre aussi qu'il y a cette partie individuelle, il y a cette partie individuelle et personnelle qu'il faut prendre en considération pour suivre, pour prendre le temps de sensibiliser, de faire entrer en s'adaptant au parcours de vie ou à la situation de vie de la personne et qu'un travailleur pair va plus cibler là-dessus parce que l'ayant vécu, il est beaucoup plus sensible à ça. Voilà. Après, au niveau de l'emploi, au niveau professionnel, c'est un petit peu plus délicat, quoi. Donc, pour l'instant. Et dans quel sens c'est plus délicat si c'est pas parce que déjà le travailleur pair est beaucoup ou la pair aidant c'est beaucoup utilisé aujourd'hui en France, sauf que la reconnaissance du savoir expérientiel c'est quelque chose de beaucoup plus complexe en fait. Hein. Donc il faut déjà être à peu près alerte là-dessus sur la façon dont ça se construit, la façon dont ça peut être utilisé lorsqu'on veut passer sur un rythme professionnel et étant entré c'est-à-dire que j'ai ces deux casquettes. Je suis conseillère technique à l'IRTS Parmentier pour ce qui est de la formation des travailleurs sociaux. Ça va être très long. C'est-à-dire qu'il y a le contrat où on est rentré par une porte, et il y a CDI, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais maintenant il faut faire sa place à l'intérieur
en faisant comprendre quelle utilité, quelle nécessité ça peut avoir. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une très grande différence entre tous ces textes qui sortent et toutes ces envies de le faire, de mettre en pratique, et concrètement sur le terrain, comme ça va être un temps donné pour ça, quoi. Ça fait 1 an que j'y suis. Je pense qu'on va commencer à aboutir à quelque chose, pas avant septembre. En plus, la Covid n'a pas beaucoup aidé, un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et demi. Et pour ce qui est coordinatrice pair du CRPA Île-de-France, bon là c'est autre chose parce que je suis concrètement en contact avec eux, et par exemple quelqu'un qui a 17 ans de rue et qui vient participer, je vais avoir cette façon de faire pour essayer alors pas de réinsérer parce que ça c'est un mot je le supporte pas, mais en tout cas de lui redonner envie de prendre part aux décisions qui le concernent, en fait, et du coup, ça peut engendrer une envie aussi d'agir sur sa vie, et pourquoi pas, comme j'ai pu vivre, moi, au bout de ces 7 ans, redonner le pouvoir d'agir sur sa vie, quoi. Donc, c'est un processus qui est très long, qui se vit plus qu'il s'écrit. Ça fonctionne beaucoup par le ressenti. Tu peux tirer des généralités de beaucoup d'expériences interindividuelles, finalement. J'ai pas compris. Il est peut-être difficile de tirer des généralités de ces expériences interindividuelles, en fait. Tout à fait. Et du coup, on part déjà sur la deuxième question où je vais répondre maintenant, comme ça tu pourras donner la parole à quelqu'un d'autre sur le sujet, où en fait j'explique, j'ai rédigé un livre en fait de mon parcours de vie à travers mes 7 années de participation, hein, qu'elles soient aux instances, qu'elle ait commencé dans mon CH, dans mon centre d'hébergement, ensuite à un niveau départemental, national, et puis dans les instances politiques et dans la co-formation, et aujourd'hui dans la recherche, en fait, où j'explique vraiment que de tout ce parcours, j'y ai intégré plusieurs ingrédients fondamentaux, mais qu'en fait, il n'y a pas de recette universelle. Hein, ils sont dedans. Après, on s'en empare. Et des fois, ce que je dis aussi, c'est que y a un gâteau qui en sort ou l'a levé ou l'a pas levé. Mais quoi qu'il en soit, il est bénéfique quand même parce qu'il peut l'être pour la personne elle-même. C'est ça le truc, c'est que quand on fait participer, on se dit on part sur un projet collectif et il faut produire. Mais au final, on ne s'attarde pas sur le bienfait que ça peut avoir sur la personne individuellement. Rien que ça peut être un outil thérapeutique aussi pour la personne de pouvoir réapprendre à être en contact avec les autres, à travailler avec les autres. Et en dehors de cette image de réinsertion obligatoire dans cette société-là, c'est déjà permettre de pouvoir se reconstruire un petit peu soi-même à travers ce biais-là. Voilà. Bah merci beaucoup pour ce témoignage et puis d'avoir pris la liberté de compléter. Ça n'empêchera pas de reprendre la parole une deuxième fois tout à l'heure éventuellement. Du coup, peut-être pour revenir vraiment sur et laisser la parole à Élise cette fois sur le moyen de dynamiser à travers le travail pair une structure. Élise, ta place de travailleur pair dans le poste que tu occupes au sein de la plateforme du travail pair, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bonjour tout le monde. Du coup, moi, c'est Élise Martin. Je suis chargée de mission sur la plateforme promotion et développement du travail pair en région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, on accompagne les structures et les travailleurs pairs au quotidien, en fait, dans la mise en place des postes, etc., sur aussi comment les pairs se sentent à leur travail. Je voulais reprendre un peu comme disait Carole, en fait, la participation, elle se pense de manière individuelle, mais aussi collective. En fait, il y a deux volets et le pair se situe aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, en fait, et peut participer à encourager, en tout cas, la participation des personnes, dans la mesure où comme on l'a dit tout à l'heure, le pair, c'est une personne qui a vécu une situation similaire aux personnes qui sont accompagnées, donc il a été à la place d'eux. Donc l'identification, comme elle nous a dit Aïcha tout à l'heure, l'identification de la part des personnes accompagnées vis-à-vis des pairs est hyper importante. Et la relation va être... il va y avoir une relation de confiance qui se crée, etc. Et le père a forcément envie, parce qu'il a été à la place des personnes accompagnées, a forcément envie d'encourager les personnes à participer à leur propre accompagnement, en fait. L'idée, c'est, comme disait Nicolas tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas subir l'accompagnement. Alors, tout le monde
même, je disais tout à l'heure là dans le chat, effectivement, même n'importe quel travailleur social va forcément vouloir faire participer les personnes dans leur propre accompagnement, c'est sûr, mais de par sa place, le père va avoir peut-être plus de facilité parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée entre les personnes accompagnées et le père qui est beaucoup plus intime, ou enfin je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a un partage avec les personnes qui sont accompagnées qu'il n'y a pas avec les autres travailleurs sociaux, en fait. Du coup, ouais, je pense déjà au niveau individuel, encourager les personnes accompagnées à participer à leur propre accompagnement, chercher avec elles les solutions, c'est-à-dire que voilà, peu importe qu'on soit travailleur social diplômé, qu'on soit travailleur pair, c'est aller chercher les solutions avec les personnes et quelles solutions lui conviendraient, en fait. Et après, au niveau collectif, c'est pas forcément plus facile pour les pairs. Souvent, alors on voit dans les structures qu'on accompagne que la question des CVS ou des espaces collectifs comme ça, elle est forcément reprise par les pairs dès qu'ils arrivent. Moi-même, la première, quand j'ai commencé à travailler sur Totem, c'est moi qui ai pris en main le fait de retourner au CRPA, là, les comités régionaux des personnes accompagnées, je crois, c'est ça. Et d'encourager les personnes accompagnées à aller y participer parce qu'on a notre mot à dire aussi. Quand on devient travailleur pair, on fait la démarche de vouloir participer justement à tout ce système d'accompagnement et de vouloir, entre guillemets, faire levier pour le changement de pratique. Mais ça, je pense que Laetitia, elle vous en parlera après. Et du coup, c'est encourager les personnes qui sont accompagnées par les services à aussi pouvoir faire changer les pratiques et participer à ça via les instances de participation qui existent. Merci pour ce retour assez complet, à la fois de ce que tu peux observer en tant que animatrice de cette plateforme, et puis en tant que toi, travailleuse pair, ce que tu as pu vivre. Peut-être effectivement laisser la parole à Laetitia maintenant, qui co-anime donc cette plateforme du travail pair et qui peut peut-être apporter une analyse un petit peu à ce qui a pu être dit et aux conditions de mise en place du travail pair autour de la participation. Carrément. Alors du coup, je vais pas reformuler ce qui a été dit, qui suffit à lui-même. En revanche, je relevais dans les interventions qu'il y a eu avant des points qui me paraissent importants et que nous, on retrouve dans notre intervention. Je vais repréciser un truc important. Nous, simplement, quand on intervient dans les équipes qu'on accompagne, la première chose qu'on entend, c'est la frontière entre les accompagnants et les accompagnés. C'est le nous et le eux. Voilà. Dans une équipe, il y a un corps professionnel qui se pense comme une entité. Et en face de lui, il a le groupe des accompagnés, le public, les personnes accompagnées, on appelle ça de plein de façons différentes. Le travailleur pair, il est pile en position d'interface entre les deux. Donc, il est inclus au groupe des professionnels, mais il est animé par cette parité avec les publics. Et souvent, on entend dire le cul entre deux chaises trivialement, mais ça correspond à la réalité vécue par les pairs. La question de la participation, elle est essentielle parce qu'avec les pairs, en fait, les pairs sont un soutien à la participation. On le disait tout à l'heure, Johanna le disait en introduction, ils ne se substituent pas au dispositif de participation parce que ce n'est pas les représentants des personnes accompagnées en dépit de leur parité. Ce n'est pas les porte-voix des personnes accompagnées. En revanche, le pair accompagnement permet de mobiliser les personnes en mode pouvoir d'agir, c'est-à-dire on vient renforcer la réhabilitation de la personne, le regard qu'elle porte sur elle, le non-jugement qu'elle va porter sur son propre parcours, l'aptitude à se penser, à consolider en fait son rapport à elle. Et en même temps, la question de la participation, ce n'est pas le rapport à soi, c'est le rapport à l'institution qui se joue. Quand ce n'est pas des pairs qui animent la participation, en fait, l'injonction à participer, c'est une injonction paradoxale. Alors que quand elle vient des pairs, ce n'est plus une injonction paradoxale, c'est moi qui suis comme toi, qui sais ce que tu vis, je t'amène dans une instance où à la fois tu es là pour te mobiliser et en même temps, je peux venir consolider ta position auprès du groupe des professionnels si d'aventure, ce que tu as à dire n'était pas entendu. En fait, la fonction des pairs dans la participation, littéralement, c'est ça. Et du coup, ça veut dire une chose importante, c'est qu'ils sont en situation de comprendre, par exemple, pourquoi ça ne prend pas. Eux, ils savent pourquoi ça ne prend pas quand ça ne prend pas. Ils savent pourquoi les gens se démobilisent. Ils savent pourquoi les gens, parfois, disent « mais ça ne sert à rien d'y aller, en fait ».
Et ils sont en situation de l'expliquer, donc de faire un travail de traduction, entre guillemets, du phénomène auprès de l'équipe. Et ils sont en capacité aussi de retraduire auprès des gens un autre intérêt à se mobiliser, finalement, de dire, c'est peut-être pas qu'un intérêt institutionnel, il y a peut-être moyen de l'investir, cet espace de participation, voilà. Et il y a quelque chose à créer. Et du coup, la présence des pairs, nous, ce qu'on peut observer, c'est un peu ce que dit Aïcha, c'est que Aïcha disait l'autre fois, quand on préparait ce moment, je sais pourquoi les gens sont en colère. Voilà. Je sais parfois pourquoi les gens, je suis le réceptacle de cette colère, je suis l'oreille attentive de cette colère, et du coup, je peux restituer cette colère à mes collègues en la rendant compréhensible et intelligible, en fait, à mes collègues. Et à l'inverse, je peux aussi, je suis cette espèce de courroie de transmission qui permet aux deux parties de se comprendre. Et bien, dans la participation, là où c'est important, la présence des pairs, mais où ce n'est pas une instance de participation en soi, les pairs, c'est qu'ils peuvent venir justement à la fois renforcer le pouvoir d'agir des personnes individuellement dans le pair accompagnement et leur permettre d'adopter une position dans l'institution, dans le rapport social, en les rassurant sur la place qu'ils peuvent avoir dans cette institution, qu'ils ne sont pas réduits à la portion congrue ou quantité négligeable. Et du coup, ça veut dire que nous, là, ce sur quoi on va insister avec notre regard plateforme avec Élise, c'est que du coup, la condition pour que ça se réalise bien, évidemment, c'est une bonne intégration des pairs aux équipes. Ça signifie une place à part entière et ça signifie que le diagnostic, je parle bien de diagnostic, qu'ils vont poser avec leurs termes à eux, qui ne sont pas les termes techniques professionnels, mais qui sont un diagnostic en soi au regard de leur expertise du vécu, il faut que ce diagnostic soit entendu par l'équipe. Il faut du coup, on retombe sur ce que disait Carole l'autre fois quand on préparait cette réunion, il faut du coup absolument valoriser les savoirs expérientiels des pairs. Parce que ce qu'on observe, pour faire très simple, c'est que dans des équipes où on est en difficulté par rapport au public, en général, on est en difficulté par rapport aux pairs. Et là où on ne parvient pas à travailler avec les personnes accompagnées parce qu'on les estime trop difficiles, qu'on vit mal le rapport social avec elles, on a aussi des difficultés avec les pairs. Donc, par définition, quand le pair est bien intégré, que c'est un professionnel comme les autres dans une équipe, il est en meilleure situation pour être un levier de la participation. Voilà. Je ne sais pas si… D'accord, oui, ça fait une belle transition avec la deuxième salle de questions. Du coup, Johanna, je te laisse prendre la main. Oui, justement, en parlant des conditions, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de voir, selon vous, chacun, à partir de votre parcours, de votre activité aujourd'hui, finalement, quelles difficultés vous avez pu rencontrer en tant que travailleur pair à travers son statut ou à travers une intégration dans l'équipe. On voit même dans le chat, là, il y a plein de questions qui se posent autour de l'équipe. Quelles difficultés vous avez pu rencontrer et pour vous, ça serait quoi justement ces conditions à réunir pour que le travail pair déjà puisse bien se passer et puisse servir finalement la participation dans une structure. J'aimerais bien laisser la parole à Elisha si elle en est d'accord. Notamment, on avait évoqué sur l'importance d'appartenir à une équipe et les questions que ça a soulevées justement, notamment Aïcha qui est sur plusieurs services. Oui, donc c'est vrai que je suis sur plusieurs services. La question… Je ne me rappelle plus de ta question. Les difficultés que tu as pu rencontrer, toi, au moment justement de cette intégration, de cette prise de poste et aussi peut-être les conditions pour toi. Oui, c'est vrai que tout au début que j'ai pris mon poste, ça a été très, très dur parce que les collègues donc des CHRS ne savaient pas qu'est-ce que je faisais là. Donc, eux, ils avaient peur que je sois là pour les surveiller, pour regarder leur travail, pour voir leur comportement, mais pas du tout. Donc, ça a été très, très compliqué. Ma venue, ça a duré au moins un an, pardon, pour qu'ils prennent ma confiance et que j'ai leur confiance. C'est vrai que dans mes débuts, je l'ai mal vécu jusqu'à ce que j'ai demandé un rendez-vous avec mon chef de service qui, par la suite, a fait une réunion avec tout le monde en disant qu'est-ce que je faisais là et mon statut était pourquoi dans les établissements. Et par la suite, ça a commencé à aller mieux. Donc maintenant, je me sens vraiment mieux, je me sens vraiment à l'aise dans toutes les équipes et dans tous les CHRS.
Ok. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui aurait fait qu'au début, ça se passe bien directement? Pour toi, c'est quoi les conditions d'un bon recrutement Bah, les conditions, moi, comme je vous dis, du début, bon, je réunis les résidents, je leur dis voilà qui je suis, qu'est-ce que je fais dans l'association et qu'est-ce que je viens faire avec eux. Je leur parle, comme je vous ai dit au début, donc voilà, il faut faire des réunions de conseil de la vie sociale pour essayer d'aboutir à des choses qu'ils aimeraient qui se passent dans l'institution. Je leur parle aussi, comme je vous dis, de la charte, ce qu'il en est, du règlement de fonctionnement, parce qu'il faut dire que les résidents, quand ils signent leur contrat, ils ne sont pas sujets à lire le règlement de fonctionnement. Donc, je suis là aussi pour leur lire et leur dire, voilà, les modalités de la structure. Et je leur dis aussi donc, de se mettre à l'aise, de ce qu'ils ont envie dans la structure. S'ils ne veulent pas en parler aux travailleurs sociaux, la chef d'équipe, moi, je suis là et je fais remonter. Donc, après, c'est toute une confiance. Là, je le dis et je le redis, si les résidents n'ont pas confiance en vous, on n'aboutira pas. Le plus important, c'est la confiance entre eux et moi. Donc, vraiment une explication de tes missions et de ta place pour que ça se passe bien. Voilà, mais je leur dis bien que je suis là pour les soutenir, hein, que toute demande, même s'il y a vite fait, il y a eu aussi, dans mes débuts, il y a eu des complications entre les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées. Donc, il fallait aussi que je me mette au milieu, voir le pourquoi, voilà. Donc, je voyais d'abord les résidents. Ensuite, je prenais ce qu'ils disaient. J'allais faire une réunion d'équipe avec eux, voir aussi le malaise qu'ils ont avec eux. C'est pas facile. Mais ça va, j'arrive un peu à négocier. Cette place de médiation, en effet, elle ne doit pas être évidente. Pas du tout. Pour poursuivre, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans tes différents postes? Alors, les difficultés, elles sont très simples. C'est qu'en règle générale, quand on embauche un travailleur pair, souvent, il y a une rupture très nette avec le marché du travail en règle générale. Et du coup, moi, je vais parler dans la vie personnelle où j'ai été embauché après presque 20 ans d'inactivité. Et du coup, sans connaître le marché du travail et comment il avait évolué. Et du coup, c'est au-delà du fait de travailler en équipe et au-delà du fait d'être accompagné dans le travail en équipe, je n'étais pas accompagné sur le marché du travail. Donc, c'est très compliqué de devoir rendre des comptes à une direction, de devoir justifier de ses horaires alors que tu n'es pas habitué du tout à le faire. Personnellement, avant d'être travailleur pair, j'ai pas obligation de justifier mes horaires de manche. Tant que je faisais le taf, ça allait. Et là, du coup, en fait, on se rend compte quand là, du coup, on doit rendre des comptes. Et très rapidement, on doit rendre des comptes et on arrive dans un marché du travail qu'on ne connaît pas. Ensuite, sur le prochain poste, donc poste de chargé de mission pair, on arrive aussi où on nous demande de travailler en autonomie et où on n'est pas accompagné du tout pour travailler en autonomie. Du coup, on nous laisse une mission. Bon, ça va, je me suis fait une raison interne. Mais voilà, on arrive quand même sur un truc où on nous demande de travailler en autonomie, d'être force de proposition, d'être autonome dans notre travail et en plus de pouvoir produire des documents. Mais à force de ne pas savoir ce qu'on doit produire, on produit tout et n'importe quoi. Je pense qu'Élise pourra peut-être m'appuyer là-dessus d'ailleurs. Je pense que si c'est la suivante, c'est pas mal. Mais voilà, les francs en tant que travailleur pair, je les ai sentis là, personnellement. Mince, j'avais pas mon micro, je parlais dans le vide. Merci. Est-ce que, juste sur le premier point que tu as abordé sur finalement la reprise d'une activité professionnelle, est-ce que tu verrais des leviers possibles pour que ça se passe bien? Mais en fait, ça, je trouve que c'est une question qui est commune à plein d'autres postes, en fait. Donc, est-ce que toi, tu verrais
un levier pour que justement cette reprise, elle se fasse d'une meilleure manière ou une souplesse de la part de l'association qui accueille aussi? Disons que j'ai eu beaucoup de chance dans mon premier poste de travail pair parce que j'étais soutenu par l'équipe, mais réellement soutenu par l'équipe et qui m'ont expliqué comment bosser et qui m'ont expliqué un petit peu les aléas du monde du travail. J'étais en remplacement à l'époque. À l'époque, je remplaçais Élise d'ailleurs. Voilà. Et du coup, j'étais en remplacement et ils m'ont dit, ben, écoute, tu arrives là, on a l'habitude de t'en prendre parler, on a l'habitude de comment tu fonctionnes. Et par contre, ça n'a pas fonctionné dans le monde du travail. Ça, c'est un truc que tu ne peux pas te permettre de faire. Du coup, ils m'ont vraiment accompagné là-dessus et j'ai eu la chance d'être dans une bonne équipe qui m'a accompagné. Par contre, j'ai rencontré des collègues travailleurs pairs pour lesquels ce n'était pas le cas du tout. Donc, c'est là où je mets un point de vigilance quand même sur l'accompagnement des travailleurs pairs lorsqu'ils arrivent en poste. Ok, merci. Avant peut-être de donner la parole à Carole, Élise, du coup, est-ce que tu veux rebondir sur... Oui, Nicolas, pardon, a raison sur l'importance de bien accompagner, de bien accueillir les pairs sur une structure, en fait. Un pair qui va être soutenu par son équipe et un pair qui va avoir une place à part entière et qui va avoir la place de pouvoir s'exprimer, etc., sera forcément beaucoup plus à l'aise dans sa pratique. Et bon, on verra après, mais c'est souvent, on le voit dans les équipes, en fait, la relation avec le public, elle nous donne un peu, quand on va rencontrer les équipes et qu'on voit comment ça se passe avec le public, etc., on peut se faire une petite idée déjà au départ de comment éventuellement ça pourrait se passer avec le travailleur pair, en fait. Parce que c'est les représentations qu'a l'équipe sur le stigmate qu'ont les personnes qu'ils accompagnent, du coup, comment ils l'abordent, comment ils le perçoivent, etc., qui va ensuite je ne sais pas comment finir ma phrase, mais c'est ça que ça va. C'est comme ça, l'accompagnement qui va modeler l'accompagnement, en fait. C'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a comme représentation sur le public, et du coup, de ça va découler un accompagnement particulier avec ou pas de la participation. Je crois. Ok, merci Lise. Carole, tout à l'heure, tu as évoqué, sans rentrer dans les détails, sur les ingrédients de la participation. Alors, c'est vrai que on revient plus spécifiquement à la participation, mais est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces conditions et ces ingrédients? Du coup, je suis désolée, je ne suis pas le fil de ton truc, mais en fait, je pense qu'il faut essayer de prendre connaissance de... Parce que j'ai quand même 2-3 chapitres sur le sujet dans le livre et c'est dur à lister parce qu'il y en a vraiment plusieurs qu'il faut prendre en considération. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur tout ce qui a été dit avant, là, sur effectivement cette place de travailleur pair dans une structure. Quand on s'était vu en entretien avant pour préparer, en fait, on disait même à plusieurs qu'il y avait quand même, fallait pas faire d'amalgame entre le pair aidant, qui est donc un système de volontaires bénévoles, et le travail pair, parce que ça peut être un après le travail pair. Par exemple, moi, j'ai vu plusieurs collègues qui sont devenus travailleurs pairs dans l'établissement où ils étaient hébergés. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été très, très dur parce que les autres n'ont pas compris comment ça se fait que lui avait un contrat, justement, et pas eux, quoi. Qu'est-ce qui fait que lui a droit il a quoi? Il a plus de compétences, il est mieux, ça peut être vraiment compliqué. Et en sachant que enfin, je pense qu'il faut vraiment préparer au travail pair parce que ça peut être aussi du bénévolat qui peut être capitalisable avec un système de cumul d'heures, de pratiques. Enfin, il faut réfléchir. Et alors, moi, de mon expérience, alors, le premier poste, il y a 4 ans, j'ai été jetée dans la fosse au lion. Donc, du coup, ni les institutions, enfin, ni
les directeurs ni les travailleurs sociaux n'étaient alertes sur rien du tout, donc je me suis retrouvée dans un placard en gros. Et la deuxième fois, enfin, là pour le contrat de coordinatrice pair, j'ai une équipe, puisque j'ai Blandine et Margot qui sont complètement alertes dessus, avec un appui de la direction. Donc, c'est déjà un petit peu mieux. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à l'IRTS Parmentier, en fait, j'ai tous les cadres et la direction, mais je n'ai pas les travailleurs du terrain, ni les travailleurs sociaux. Vous voyez, donc, ni les formateurs. Donc, il y a vraiment un truc, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une homogénéité quand on lance le projet, il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait au moins un groupe ressources avec un panel varié qui accueille le travailleur pair au sein d'une structure. Parce que sinon, je pense que ça restera toujours bancal. Sans oublier que Nicolas l'a très bien soulevé, et je te remercie parce que c'est très important, parce que sur ces 1 an où j'ai atterri là à l'IRTS Parmentier, en fait, sur ces 1 an et demi, là, en fait, j'ai 1 an de travail de réinsertion professionnelle. Et rien n'a été pensé comme ça, en fait. Donc, du coup, je reprends mes marques au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je prends mes marques, il faut que j'arrive à différencier dans quelle catégorie je veux rentrer, parce que je ne veux pas devenir professionnelle. Je veux garder cette spécificité de pair aidante, d'utiliser au maximum mon savoir expérientiel pour tout ce que j'aborde, y compris dans le monde de la recherche, dans lequel je suis rentrée par une autre porte en tant que chercheuse pair. Et ça, c'est vraiment une articulation. Il n'y a personne, j'ai trouvé personne, même le mieux des scientifiques, des conférenciers, vous voulez, qui est capable de poser des mots dessus, en fait, entre la balance entre professionnel, savoir donc spécifiquement théorique et pratique, et le savoir expérientiel. C'est nous qui le concevons au fur et à mesure, et il faut faire très attention parce qu'on a plutôt tendance à nous envoyer vers une professionnalisation, sans prendre en considération que nous sommes d'abord sur l'expérientiel, sur le ressenti, sur l'action, et pas un professionnel lambda. Et c'est pour ça qu'il faut absolument appuyer sur le fait que nous sommes en complémentarité du travail social, et pas à la place d'eux, mais vraiment ensemble. Voilà. Je trouve ça très, très intéressant, la question de la professionnalisation aussi. Merci beaucoup, Carole, pour ce partage. Laetitia, est-ce que tu veux rebondir sur... Oui, du coup, je veux bien. En fait, Carole, elle nous amène sur une question fondamentale qui est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de la frontière, en fait. Historiquement, on est quand même dans un monde où les savoirs académiques dominent tout et où on attend d'un professionnel qui dispose d'un titre, d'une qualification et de méthodes validées collectivement. En fait, le propre des savoirs académiques, c'est qu'ils sont validés collectivement et qui sont la norme, en fait. Le savoir expérientiel, c'est l'exact opposé, c'est la singularité absolue. C'est ça qui est problématique et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on en réduit la portée parce qu'on le ramène aux individus en disant « bah oui, mais c'est jamais que ton expérience ou que ta vie ». Or, c'est pas que ça, en fait. Quand on entend les pairs parler, il y a bien quelque chose de commun entre eux. Et comme dit Carole très justement, c'est très indicible, c'est très informel, c'est très intangible, c'est très impalpable, en fait. Et c'est ça qui rend difficile leur reconnaissance à ces savoirs expérientiels. Du coup, si on ne veut pas restigmatiser les pairs en les mettant dans des équipes où en fait on leur laisse une place, mais en réalité ils n'ont pas vraiment cette place-là parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, parce qu'on n'est pas en mesure d'entendre ce qu'ils disent et qu'on n'est pas en mesure de prendre en considération en fait leur point de vue situé. Ils produisent ces savoirs, les savoirs expérientiels, depuis leur point de vue situé, les pairs. C'est ça la différence avec les savoirs académiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas dans l'univers dans lequel on vit. Moi, je viens du monde de la recherche et je peux vous garantir que j'ai fait le choix, par exemple, d'écrire ma thèse à jeu. Et je savais que c'était une subversion majeure dans le monde de la recherche que d'oser faire ça, parce qu'on n'existe pas en tant que jeu, voilà, dans l'univers où on produit des savoirs. Donc, les pairs sont confrontés à ça. Et si on ne veut pas les restigmatiser en les intégrant, entre guillemets, faussement à des équipes, c'est-à-dire en leur laissant une place, mais qui finalement n'en est pas une, parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, parce qu'on n'arrive pas à regarder les choses comme eux et à entendre cette langue qui parle, le fameux bilinguisme, on ne parle pas la même langue, oui, en effet. Et c'est pour ça qu'on est en position de traduction. Et bien, en fait, il ne se passe rien. Et c'est pire que ça, même nous, ce qu'on observe, c'est que les pairs sont mis à mal. Les équipes se rigidifient. Il y a quelque chose, là, on retombe sur la question de la temporalité qui était évoquée tout à l'heure. C'est des temps longs. Le changement de culture qu'on appelle de nos voeux, il est long. Historiquement, le travail social s'est constitué sur la base de la frontière entre accompagnant et accompagné. On ne fait pas partie du même monde des deux côtés.
Et on nous apprend à laisser nos problèmes à la maison et à laisser notre subjectivité de côté. Voilà. Et donc, on apprend qu'il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses à des situations. Pour les pairs, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il y a la situation toujours singulière, toujours contextualisée. Et voilà. Et donc, du coup, la vraie question, c'est que si on veut intégrer les pairs aux équipes, il faut se rendre compte qu'en fait, il faut intégrer leur point de vue situé et les entendre. C'est la condition, d'ailleurs, pour le levier de la participation que sont les pairs. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre le point de vue des personnes et en premier entendre celui des pairs. Et du coup, il faut reconnaître les fameux savoirs expérientiels dont les pairs sont dépositaires, en fait. C'était mon micro. Oui, Carole? Juste très rapidement, en fait, c'est très important, en fait, ce que disait, oh, je ne me rappelle pas les prénoms, il ne faut pas m'en vouloir, hein, mais la dame juste avant, je suis désolée. Mais, et c'est pour ça que dans mon bouquin, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai cette manie de retourner toujours au fondamental. Et en fait, j'ai réussi à me sortir de ma situation, à vraiment avancer dans la vie et à prendre confiance en moi, c'est quand j'ai trouvé en fait comment construire un savoir expérientiel. Et à partir du moment où j'ai pu nommer les compétences acquises de mon parcours de vie, et c'est comme ça que s'est construit mon ouvrage, parce que j'ai dû retracer tout mon parcours de 7 ans, en fait, pour identifier mes compétences. Et une fois que ça a été fait, là, j'ai pris confiance en moi et j'ai compris comment je pouvais utiliser, les compétences acquises de mon parcours vécu. Et ça, je pense que c'est fondamental, que toute personne puisse identifier et nommer ce qu'il a acquis comme compétences. Je pense que c'est fondamental pour la personne et justement pour pouvoir entrer dans le collectif avec une certaine sûreté et savoir de quoi on est capable. Voilà, et quelle place on peut avoir. Merci. Je me permets juste, j'ai oublié de dire une chose, et Carole m'y fait repenser parce que c'est elle qui m'y avait fait penser initialement, c'est la question de la formation, vite fait. Il y a actuellement de grandes velléités à former les pairs à peu près partout. Nous, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Et il y a une attente quasi réflexe de la part des personnes qui recrutent les pairs sur le terrain de la formation, à imaginer qu'on ne peut pas exercer sans formation. Voilà, justement parce qu'on est dans ce monde où ça se passe comme ça. Alors, typiquement, les pairs, ce qui les anime pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais un grand nombre d'entre eux, c'est la peur d'être formatés dans le cadre d'une formation. C'est-à-dire, ils sentent bien que le risque, c'est que finalement, ils risquent de se conformer aux pratiques dominantes parce qu'ils n'auront pas de légitimité sans ça, parce que c'est là-dessus qu'on va les évaluer, en fait. Et ils craignent au passage d'y perdre ce qui fait leur spécificité et du coup le sens de leur intervention. Donc, la question de la formation, pour eux, bêtement, il faut la penser avec eux, en fait. C'est-à-dire en valorisant leur savoir expérientiel, en leur apprenant à faire ça et en reconnaissant que c'est une démarche qui est en soi une démarche professionnelle, en fait, qui est la leur. Et du coup, il faut cesser, entre guillemets, d'élaborer des contenus de formation pour les pairs par le haut. Voilà. Sur le principe, nous, on est dans cette préconisation-là parce qu'on pense que c'est aller à contre-courant de ce que les pairs sont censés transformer dans l'intervention sociale que de les former, du coup, par des personnes qui sont dans des pratiques dominantes, entre guillemets, pour dire ça dans des termes de sociaux. Je m'arrête là. Élise, est-ce que tu veux prendre la suite, soit rebondir ou partager une idée supplémentaire? En fait, moi, je voulais juste dire, plutôt que se demander comment faire participer, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire participer, en fait. En général, moi, de par ce que j'ai vécu, et même en accompagnant à Totem, en allant vers les CRPA, etc., on y est allé plein de fois. Après, c'est OK, les personnes accompagnées, on y va, on participe, mais dans quel but en fait? Est-ce que la parole, elle va être entendue? Est-ce que réellement, on va avoir un effet? Ça va avoir un effet en fait. Parce que si c'est juste donner la parole pour donner la parole et faire plaisir, ça ne sert à rien. Exactement comme dans certaines équipes, on peut l'observer, on va intégrer un pair dans l'équipe, mais on ne va pas intégrer ce qu'il a à nous dire en fait. C'est-à-dire que, OK, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir dire ce que tu penses, etc. Mais finalement, dans la prise de décision, c'est quand même nous qui allons décider, on fera comme on a envie en fait. On t'a laissé la parole, mais voilà. Du coup, c'est vraiment prendre en considération et prendre en compte les personnes et ce qu'elles ont à dire en fait. C'est surtout ça. Et puis,
On le voit aussi souvent quand on relance des choses sur la participation et tout ça, les gens au départ viennent et puis finalement, il y a un effet d'usure en fait. On y va, mais puis ça ne sert à rien, donc on n'y retourne plus. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est vraiment qu'il y ait une utilité. Et comme les pairs, en fait, ils nous le disent, c'est important eux, quand ils sont en poste et pour qu'ils se sentent bien, une des premières choses, c'est qu'ils puissent se sentir utiles pour les personnes et utiles pour les équipes. Et je pense que c'est pareil aussi pour les personnes accompagnées. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Quand on fait des choses et qu'au final, ça n'aboutit pas ou ça ne sert à rien, ben, on ne les fait pas. On ne fait pas les choses pour rien, en fait. Et du coup, voilà, c'est juste ça que je voulais dire et qui est, je pense, hyper important. Et sinon, dans les conditions, on entend beaucoup, et puis on l'a cité aussi, sur la capacité des personnes. Mais est-ce que les personnes vont être capables d'eux? Est-ce que, franchement, qui on est pour présumer des capacités des uns ou des autres, en fait? Et du coup, on peut adapter aussi la manière de faire. On le voit, alors souvent, soit on fait plus de pauses, ou alors c'est sur des temps moins longs, etc. Adapter aux personnes, peut-être construire aussi avec les personnes, ça commence dès le départ, en fait. C'est pourquoi est-ce qu'on participe et comment on va participer et pour quel effet, en fait. Voilà. Oui, vite fait, je rebondis sur ce qu'Élise vient de dire. En fait, le risque de la participation, c'est que ça soit cosmétique. Et nous, ce qu'on craint parfois aussi dans certaines structures avec la présence d'un pair, c'est que finalement, elle donne bonne conscience, pour caricaturer un peu, à l'équipe, en mode oui, on est capable de se renouveler, la preuve. Et puis derrière, ça ne suit pas parce que c'est un travail de fond, en fait. Et c'est un travail très autocritique qui doit être mené au détour des questions de participation et de travail pair. Autocritique, ça ne veut pas dire autoflagellation, en fait, hein. C'est juste à un moment de se dire, ah oui, tiens, si je me décalais par rapport à ma pratique habituelle. Et le risque, par exemple, moi, j'ai tendance à faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans les entreprises et les organisations au détour des années 80 avec les instances de participation. En sociaux du travail, il y a beaucoup de gens qui ont fait le constat que de nombreux salariés n'étaient pas dupes et qui voyaient bien ça comme une espèce d'espace où ils allaient être caution, en fait, et où on allait leur dire après coup, bah, regardez, vous avez validé ça en instance de participation, donc vous ne pouvez plus vous opposer désormais à cette règle. Et la peur des gens, souvent, sur les dispositifs où on vient solliciter leur avis, c'est que finalement, ça soit qu'un avis consultatif dont on va se passer ensuite, bah, un petit peu ce qui s'est passé avec la Convention écologiste. Et du coup, il faut regarder les choses sous ce prisme-là, c'est se dire que quand on va mobiliser des personnes qui ont des parcours de vie difficiles, douloureux, et qu'on leur dit votre avis compte, bah, il faut le prendre en compte, cet avis, pour de vrai, en fait. C'est tout bête, hein. Et c'est une question de sens. Et du coup, quand les gens se démobilisent, c'est que les choses ne font pas sens pour eux. Voilà, il faut toujours regarder les choses sous ce prisme-là. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je pense que c'est complémentaire et que ça répond un peu au fur et à mesure à certaines des questions du chat. Dans le chat, de ce que j'ai relevé, il y a 2 catégories de questions à peu près. Il y en a qui portent plutôt sur le déclic, un peu qu'est-ce qui vous a fait venir au travail pair, comment vous en avez entendu parler la première fois, etc. Et d'autres qui sont plutôt sur comment faire évoluer les pratiques, comment faire en sorte que qu'une équipe intègre bien un travailleur pair, qu'on entende ce que vous venez de dire là, notamment sur la formation, sur le statut du travail pair, des questions aussi sur le statut au sens du code du travail, où placer le travailleur pair, etc. C'est des questions qui sont pertinentes et qui reviennent régulièrement. Je vais mettre les liens. D'ailleurs, on avait organisé la phase Bretagne et Pays de la Loire en décembre dernier. On avait organisé un webinaire sur le travail pair. Avec des tables rondes auxquelles avait participé la plateforme du travail pair ici présente et puis des travailleurs pairs de nos 2 régions là. Je vais vous mettre le lien parce qu'il y a un podcast en ligne de cet échange-là où il y avait beaucoup d'échanges autour de ces sujets sur le comment faire, sur le droit du travail, etc. Et puis j'en profite pour faire une petite promotion. On organise le 15 juin prochain aussi avec la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes et puis avec des travailleurs pairs sur le territoire breton plutôt, un atelier sur le sujet du recrutement d'un travailleur pair, de quelle méthodologie et tout ça. Donc, je vais mettre ça dans le chat, ça peut être des éléments complémentaires. Et je vais vous laisser prendre la parole peut-être les uns après les autres assez rapidement, assez concisément, mais je pense que c'est intéressant ce côté, comment vous avez entendu parler du travail pair et pour les travailleurs pairs, comment vous y êtes arrivé, quoi. Est-ce que vous avez répondu à une offre? Est-ce qu'on vous en a parlé par bouche à oreille, etc.
Je ne sais pas qui veut commencer. Ça s'adressait beaucoup à Nicolas dans un premier temps, donc tu peux peut-être démarrer puis laisser la place aux autres ensuite. Bon, du coup, le travailleur pair, moi, je l'ai découvert un petit peu en arrivant à Grenoble, par le fait qu'une amie était déjà travailleuse pair à l'époque, et aussi par le biais que j'étais déjà bénévole dans pas mal de structures d'accueil de jour et de services d'accès au logement. Et par conséquent, cette place de bénévolat, au fur et à mesure, m'a donné le potentiel d'intervenir de temps à autre en centre de formation des travailleurs sociaux en termes de participants, on entend bien. Et disons que ces paroles prenant du sens, il y a un moment donné, on m'a proposé de faire un remplacement. Du coup, on m'a simplement proposé de faire un remplacement, à savoir qu'à l'époque, j'étais un refuseur et que je refusais jusqu'au RSA. Donc voilà, c'est qu'à l'époque, je ne voulais de rien, je ne voulais à aucun moment l'aide des institutions, voire l'aide de l'État, je n'en entendais pas parler. Et je me suis dit, si un jour je suis rémunéré, ce sera pour quelque chose que je fais, pas pour quelque chose que je ne fais pas. Et en fait, cet accès travailleur pair m'est venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, on a envie de dire, hein, avec justement une proposition de remplacement à la base et de le faire évoluer moi-même. Donc après, j'ai fait évoluer la situation au fur et à mesure selon les capacités que j'avais. Et selon ce que je disais justement, on me demandait dans le chat de revenir là-dessus, de revenir sur le pas besoin de formation parce que l'institution s'en est chargée à ma place. Ça veut dire que malgré tout, un travailleur pair ou quelqu'un qui est très à même de participer dans des institutions citoyennes depuis très longtemps, lise son discours. Malgré tout, le discours se retrouve lissé. À force d'expérience, on lisse son discours par rapport à l'équipe avec laquelle on travaille ou par rapport aux personnes avec qui on travaille au jour le jour. Donc, j'entends par là que si je travaille au jour le jour avec des institutions, avec des politiques, je vais forcément lisser mon discours pour qu'il soit entendable. Donc, j'avais l'habitude, en arrivant en poste, de mettre les deux pieds dans le plat et de faire mal. Et surtout, j'espérais que ça éclabousse. Là, maintenant, j'espère que ça éclabousse, mais j'essaye de le faire plus poliment. Donc voilà, quand je parle de lissage et de pas besoin de formation, c'est un petit peu ça. Je vous remercie. Il y avait une question aussi, je trouve, qui peut te concerner, Nicolas, il y avait une question, qu'est-ce qui est mis en place au sein de vos structures pour faire profiter les autres salariés des bonnes pratiques des travailleurs pairs et qu'est-ce qui peut être mis en place de manière plus globale pour faire évoluer les pratiques dans les structures et pour faire valoir le travail pair? Du coup, en fait, pour faire valoir le travailleur pair, je ne sais pas trop. Par contre, au sein de la participation, je peux peut-être répondre plus facilement. Et au sein de la participation, il est clair qu'on arrive aussi face à un groupe de professionnels qui ne voient pas bien les enjeux de la participation et ce que ça peut faciliter. Donc, on est aussi là à la plateforme pour expliquer aux personnes et aux professionnels en place que si on facilite le quotidien des personnes qu'on accompagne, on va forcément faciliter notre accompagnement. Et du coup, c'est un gain de temps. Et c'est aussi un gain de charge mentale. J'entends qu'en tant que charge mentale, c'est beaucoup moins lourd d'accompagner quelqu'un qui a pu prendre la parole et qui se sent mieux dans son quotidien que quelqu'un qui n'a pas pris la parole et qui subit son quotidien. Donc là, en termes de participation, je peux y répondre. Par contre, en termes de travailleurs pairs, c'est très compliqué. Je pense que les collègues à côté peuvent très bien répondre à ma place là-dessus. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut enchaîner alors sur comment vous êtes venu au travail pair et puis rebondir sur ce que disait Nicolas? Moi, je pense que avec tout, on est en contact avec une cinquantaine de pairs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait. Mais il y a quelque chose de commun à tous les travailleurs pairs, c'est avoir envie d'aider, en fait. Avoir envie d'aider ses pairs et envie d'avoir de pouvoir avancer et faire changer les choses. Moi, personnellement, c'est un peu, j'ai connu le travail pair pareil, un peu comme Nicolas. C'est-à-dire que j'en avais jamais entendu parler et puis en même temps, ça n'existait pas non plus énormément. Moi, le poste sur lequel j'étais à Totem, ça a été un des premiers, je crois,
qu'on s'est croisés de nombreuses fois avec Carole au détour de réunions, elle a dit y aller tout, mais ça fait pas non plus, ça fait pas 20 ans que ça existe sur le territoire français en fait. Hein. Du coup, ça se développe petit à petit. Et en fait, quand j'ai découvert ce qu'était le travail pair, je me suis dit mais en fait c'est pour moi. Et beaucoup de pairs aujourd'hui en poste et beaucoup de pairs qui viendront en poste en fait, ça fait la même chose en fait. C'est la description de ce qu'est un travailleur pair et ce qu'il fait. C'est exactement ce que eux font dans leur vie perso en fait, parce qu'il y a déjà une tendance à aller vers les autres et à accompagner et à mettre ses propres savoirs, sa propre maîtrise du système, de comment ça marche, de bidouillage en fait. C'est juste une reconnaissance par le salaire en fait quelque part quoi. Alors après, pour que ce soit vraiment effectif dans une équipe, et on le redit à chaque fois, il faut vraiment que le père soit intégré à l'équipe et il ait une place à part entière comme n'importe quel autre salarié. On parle d'horizontalisation, horizontalité, ouais. Et voilà, on voit, nous, souvent, ce qui fonctionne bien et ce qui participe à un bon fonctionnement, tout ça, c'est les formes un peu en multi-référence, c'est-à-dire pas de référence unique, etc. On a vu, il y a des expériences sur des CHRS avec des références où le travailleur social a ses familles, il s'occupe individuellement de ses familles. Enfin voilà, c'est très individualisé. En fait, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Nous, quand on aborde les équipes, au départ, pour s'assurer qu'une place soit vraiment faite au pair, on accompagne les équipes à mettre à plat l'organisation du travail et voir comment est-ce qu'on peut intégrer comme il faut un travailleur pair à l'équipe. On le voit, et Aïcha, elle le dit, du fait d'être sur plusieurs structures à la fois, au départ, pour elle, ça a été compliqué en fait de se sentir appartenir à une équipe ou en tout cas de pouvoir avoir les clés pour aller par là-bas. Auprès des personnes, c'est certainement plus évident, mais du coup, voilà, c'est ça la difficulté en fait, de réussir à vraiment s'intégrer comme il faut et enfin, pas ça. C'est à l'équipe d'intégrer le père, quoi, et au père à s'intégrer. Et je trouve que tu es là. Ah, pardon. Que tu aies la parole, Élise, parce qu'il y avait une des questions qui abordait la possibilité, c'est un peu enfin bref, mais en tout cas, la possibilité pour votre plateforme d'accompagner en dehors de la région pour voilà, des structures qui voudraient recruter un travailleur pair ou des travailleurs pairs qui seraient à la recherche d'un poste ailleurs qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors nous, on est financé pour la région. Du coup, tout ce qui fait en dehors de la région, on n'a pas, normalement, on n'a pas le budget pour, en fait. Après, c'est possible de répondre aux questions, etc., de faire, je ne sais pas, maintenant, on est tous super doués en visio, de faire un échange sur 2 heures pour échanger sur quelles sont les méthodes de la plateforme, etc., etc. Mais pour un accompagnement réel du début à la fin, c'est compliqué en fait. Bah oui. Parce qu'on n'est pas financé pour, à moins que vous ayez beaucoup d'argent et que vous vouliez nous payer cette intervention. Mais ouais, en dehors de la région, c'est compliqué. Par contre, de faire remonter ces besoins-là sur vos territoires auprès de l'État, auprès de l'ARS, auprès des DRETS, ça peut valoir le coup. C'est ça. Et c'est ce qu'on va faire aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, là, sur Grenoble, enfin, pas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plateforme, elle est vraiment effective elle existe depuis 5 ans et accompagne vraiment des équipes depuis 3. Et en fait, depuis que la plateforme est là, les équipes sont rassurées forcément d'avoir l'accompagnement de la plateforme. Il y a des espaces d'échange pour les pairs, etc. Tout est mis en œuvre pour que le travail pair se déploie dans de bonnes conditions et que les équipes soient aussi rassurées et aient envie d'y aller, en fait. Et c'est sûr que ce modèle-là, il va se développer sur d'autres régions et on l'encourage et on est amené à partager tout notre savoir à nous, quoi, c'est sûr, et avec plaisir en plus.
Il y a déjà un projet autour de ça en Bourgogne-Franche-Comté, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, avec la FAS qui essaie de porter une dynamique autour du travail pair. Et nous, en Bretagne aussi, c'est au tout début encore, mais la FAS porte un groupe projet autour de la pair aidance et du travail pair pour essayer d'accompagner au mieux les structures. Donc, il faut du volontarisme. Laetitia, ouais. Laetitia, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Oui, je voulais juste... Je revenais sur un tout petit truc. Simplement, la question de départ, c'était comment on devient travailleur pair ou travailleuse pair. Et nous, ce qu'on observe de plus en plus, ça se dit vraiment comme ça dans le groupe des pairs qu'on anime, donc la petite cinquantaine de pairs avec lesquels on est en contact sur la région de façon intermittente et pour certains plus régulière. C'est quand j'ai découvert ce boulot, l'existence de ce boulot, je me suis dit, ouf, un boulot où on peut être soi-même à 100%, en fait. On ne va pas se couper en deux le matin en allant au taf. En fait, c'est ça qu'on entend. Et du coup, ça dit quelque chose d'important, c'est le besoin d'intégrité dans le rapport à soi dans lequel les pairs sont au travail. Et ça, il faut en avoir conscience parce que pour revenir sur l'injonction paradoxale, tout à l'heure j'en parlais par rapport à la participation, en fait, les pairs sont enfermés dans une injonction paradoxale structurelle qui est, pour faire simple, sois toi-même, mais pas trop. Voilà. Et du coup, ils sont sur un fil du rasoir, en fait, et ça, il faut en avoir conscience parce que la raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils sont eux, en fait. Donc, il ne faut pas leur demander d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et souvent, on entend dire qu'ils ne sont pas assez professionnels. Ou, en fait, c'est juste que les critères de professionnalité couramment admis ne sont pas ceux des pairs. C'est tout simple. C'est une autre professionnalité, en fait, différente, qu'il faut regarder autrement. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense que c'est important d'avoir cette conscience-là, tout simplement parce que nous, on a un point de vigilance très important sur la question de la santé au travail. Être un sujet au travail, dans un monde où on est tous plus ou moins plutôt agents en général. Voilà, agents, on représente quelque chose dans le cadre de notre travail, mais on n'est pas là en tant que personne à ramener notre vie, ce qui n'est pas le cas des pairs. Et ben, quand on est sujet au travail, par définition, la santé psychique est beaucoup plus engagée puisque la question du sens, elle est au cœur de tout. Et ce qu'on voit avec ma collègue, c'est la juxtaposition, par exemple, permanente de l'éthique personnelle des pairs avec l'éthique professionnelle. Ça, c'est de nature à les mettre en difficulté dans bien des situations, en fait, quand on leur demande, par exemple, de faire quelque chose qui est contraire à leurs valeurs ou quand l'institution à laquelle ils appartiennent fait quelque chose qui est contraire à leurs valeurs. Et pour rebondir sur ce qui nous amène aujourd'hui, la question de la participation et le risque qu'une instance de participation soit une coquille vide, c'est que si le sens est mis à mal pour les pairs, si l'instance de participation ne remplit pas son rôle réellement et qu'ils sentent eux-mêmes que c'est une instance cosmétique, bah, du coup, ça peut aussi les mettre en difficulté. Donc, à la fois, ça peut ne pas remplir son objectif vis-à-vis du public, mais en plus de ça, ça peut attaquer le sens que le père engage dans son travail ou qu'il investit dans son travail, parce qu'il y est investi tout entier, en fait. Juste avant de donner la parole à Carole, il y a eu plusieurs questions qui allaient un peu dans ce sens-là et qui correspondaient un peu à ce que tu venais de dire, Laetitia. C'est sur la distance. Il y a une personne qui disait, que pensez-vous justement de la nécessité d'avoir pris un recul par rapport à sa vie, à sa vie, non, à ses difficultés et à ses expériences pour pouvoir être travailleur pair. Est-ce qu'on peut juste avoir ton avis sur ça? Moi, je préfère laisser la parole à un père sur un sujet comme ça, parce que pour le coup, honnêtement, je pense que prendre du recul, c'est une notion très relative, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un peu comme le concept de rétablissement. C'est juste qu'à un moment, on a appris à bien se connaître et qu'on a appris à faire avec ce qu'on était. En fait, c'est une dimension d'apprivoisement pour moi. Voilà. La question de prendre du recul, c'est être capable justement d'être autocritique avec soi. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté toutes ces consos, par exemple, quand on a des problèmes d'addiction. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation de stabilisation totale. Et je doute, par exemple, que quand on a... personnellement, j'ai traversé une dépression au long cours. En fait, on n'en revient jamais totalement. En termes de sensibilité, d'exacerbation de la sensibilité à certaines situations, je fais avec ce que je suis et c'est le cas de bien des pairs en fait. On fait juste avec ce qu'on est et c'est ça qu'on arrive à mettre en commun avec les autres et d'ailleurs c'est là qu'on parvient à les aider en leur disant bah, moi je fais comme ça en fait. Voilà. Moi j'ai mon truc. Le monde du travail pair c'est le monde de la bidouille. C'est le truc de métier, c'est le tour de main en fait, mais c'est un tour de main avec soi-même en fait. On est dans l'artisanat de soi, on s'autoproduit
en tant qu'acteur de sa vie quand on est travailleur pair. C'est ça qu'on essaye d'amener les autres aussi vers ça, quoi. Je trouve que c'est une question qui revient beaucoup quand on parle de travail pair, si c'est nécessaire que la personne ait pris du recul pour pouvoir ensuite accompagner ses pairs. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut répondre à ça ou a quelque chose à dire sur ça? Je pense. Carole, vas-y. Vas-y, du coup, très rapidement, parce qu'en plus, je suis désolée, mais j'ai une autre visio à 11h30, il faut que je me prépare un peu. Donc, du coup, je vais être obligée de couper après à 11h. Je suis vraiment désolée, mais en plus, je pense qu'on pourrait y rester une semaine à partager ensemble sur ce sujet-là. Juste pour vous dire que moi, je l'ai pratiqué intuitivement à la rue avant même de comprendre c'est ce que j'explique dans le. J'étais retournée dedans parce que c'est un très bon aide-mémoire aussi, mon bouquin. Et en fait, et ensuite j'ai découvert le terme au sein du CNPA où justement Dominique Cannon, qui est un participant avec lequel on a fait une présentation sur le thème de la pérédance, où j'ai commencé à faire des recherches et alors le truc, c'est que je me rends compte que c'est ça que j'arrivais pas à comprendre, c'est que ça existe depuis la nuit des temps. La pérédance, ça existe depuis toujours. J'ai retrouvé ça au niveau du Moyen-Âge, à l'époque de la peste noire. Souvent, elle se pratique plus facilement dans les situations avec des personnes en situation de précarité ou de difficulté de vie, en fait, où ceux qui avaient survécu allaient aider les autres qui étaient en train de la traverser. Enfin bon, ensuite, vous avez les alcooliques anonymes. Nous, les parents, nous pratiquons la pérédance, puisque quand on élève nos enfants, on utilise ce qu'on a vécu pour essayer de les protéger, de les mettre enfin, depuis toujours. Et la difficulté qui s'est heurtée avec Dominique, on l'avait bien signalé, c'est que tant qu'on est gratis et qu'on aide comme ça, qu'on butine et qu'on leur rend service et que c'est gratuit, ça va. Mais quand on veut passer au mode salarié, là, ça ne va plus. Parce que du coup, on considère qu'on n'a pas les compétences qui sont demandées dans cette société. Par exemple, ayant tourné un petit peu, m'étant promené un petit peu au niveau international, quand vous allez par exemple dans les pays du Nord, vous arrivez en Suède, le patron ne vous dit pas quel est votre diplôme, le patron vous dit OK, quelles sont vos compétences. Et vous avez votre emploi si vous arrivez et à avoir cette liste de compétences. Si vous ne demandez pas, tout à l'heure, j'ai vu circuler plein de mails, c'est rien que déjà la capitalisation de cette paire aidance avant même d'être travailleur pair peut aboutir à plein d'autres choses et ça serait même un autre sujet, mais ça peut être autre chose, quoi. Donc, en vérité, en vérité, le frein à ce travail pair, pour moi en tout cas, c'est les mœurs, c'est la culture sociétale qui fait qu'on ne veut pas laisser cette place-là parce qu'elle s'est ancrée depuis la nuit, aussi depuis son existence, en fait, sur une autre idéologie, sur une autre façon de faire, et celle-ci bouscule beaucoup trop celle d'aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est tout. Après, j'ai dû oublier. Et du coup, j'en profite pour vous dire au revoir et pour vous remercier pour tout, et puis probablement à une autre fois pour d'autres travaux. Au revoir, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. À bientôt. Aïcha, peut-être, est-ce que toi, tu voudrais témoigner sur à la fois comment tu as entendu parler et comment tu es devenu père, et sur cette question de comment est-ce qu'il faut être, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti rétabli de quelque chose, ou est-ce que tu as attendu de devoir passer un seuil de quelque chose avant d'oser devenir travailleuse père, si j'ose dire? Donc moi, voilà. Le travail pair, je n'avais jamais entendu parler. C'est qu'on avait, quand j'étais hébergé dans cette association, on a rencontré beaucoup de problèmes, comme je l'ai évoqué au début de l'interview là. On a rencontré beaucoup de problèmes, donc on a mis les choses en place avec des réunions, des comités de pilotage et tout ce qui s'ensuit. Donc la situation, elle s'est rétablie, ça allait mieux entre les résidentes et le personnel, enfin les travailleurs sociaux. Et puis par la suite, vu avec le directeur, qu'il a vu que ça s'était mobilisé, que ça s'était vraiment apaisé, qu'on avait plus de communication qui passait bien entre nous, entre l'équipe et nous, on en a bavé, mais bon, ça a été. Donc après, le directeur, par la suite, il attendait que j'ai eu un logement. Donc je suis parti de là-bas. Et par la suite, le directeur m'a dit, est-ce que tu te sens prête pour travailler avec nous
Est-ce que tu te sens vraiment prête avec tous les vécus que tu as eus, dans les problèmes que tu as eus, tout ce qui s'ensuit? Est-ce que tu te sens prête pour travailler avec nous? Je lui ai dit, bah oui, mais dans quel domaine? Il m'a dit, bah voilà, en tant que travailleur expert, pour faire un peu ce que j'ai fait dans les institutions, enfin dans l'institution où j'étais. Bah, j'ai dit, écoutez, on va essayer, hein, voilà. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien que tu développes un peu le truc de CVS, de Conseil de la vie sociale. Tu auras ta fiche de poste, et puis voilà. Donc, après, ça s'est fait petit à petit. C'est vrai qu'au début, j'ai eu très peur, parce que, bon, aborder après tous les résidents, bon, c'est vrai qu'on était à peu près pareil. Mais après, ça a été très compliqué, comme je vous l'ai dit au début, de rentrer dans une équipe, sachant que j'étais hébergé. Tout d'un coup, je suis travailleur pair, enfin, je travaille avec eux. Ça a été très, très compliqué pour moi. Je n'en ai pas déprimé, mais j'allais quand même avec une boule à l'estomac en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui avec l'équipe? J'étais à l'aise avec les résidents, par contre, hein, mais j'étais très mal à l'aise au niveau des équipes. Donc voilà, et puis par la suite, comme je vous ai dit, ça s'est fait de fil en aiguille. Je me sentais après de plus en plus à l'aise parce qu'on a fait une réunion avec tous les chefs de service, les équipes, et puis voilà. Donc maintenant, ben, je vais dire que ça roule. Merci pour ce retour d'expérience. On arrive bientôt à la fin du temps imparti. Il y a beaucoup d'échanges. Enfin, voilà, je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions autour des questions de formation, de comment rentrer ou non dans le moule du monde du travail. Alors, c'est un débat effectivement assez long, hein, comme le disait Carole. On pourrait discuter de tout ça une semaine. Je pense que ça a quand même pu être abordé au cours de l'heure et demie là, voilà, en tout cas, le fait qu'il y ait différents points de vue sur la question de la formation des travailleurs pairs et la spécificité vraiment du statut d'un travailleur pair qui s'appuie sur son savoir expérientiel et pas sur un savoir scolaire ou académique. Élise, tu veux compléter peut-être? En fait, je veux juste dire, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur la fiche de poste et tout ça, en fait, c'est juste à dire qu'il n'y a pas de fiche de poste type, en fait. Sur chaque poste de pair, on crée une fiche de poste adaptée aux besoins de la structure, en fait. On accompagne, nous, la plateforme, du coup, on accompagne les équipes justement à établir cette fiche de poste. Alors, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire une fiche de poste qui soit assez... définir des missions, en fait, et ensuite laisser la place au père, parce qu'on ne sait pas quel père sera là, en fait. Le travailleur père, on peut dire, voilà, nous, on aimerait bien qu'il fasse ça, 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 mais en fonction de la personne qu'on va recruter et qui va arriver sur le poste, elle sera père, enfin, on ne peut pas deviner là où elle sera à l'aise, là où elle voudra intervenir, en fait, et là où elle pourra faire jouer sa parité, etc. etc. Donc, du coup, il n'y a pas de fiche de poste à proprement parler déjà prédéfinie, en fait. La seule chose qu'on demande à un père, c'est d'être travailleur père, en fait. C'est la parité réellement, quoi. Et pareil pour le statut, en fait, il y avait des questions sur le statut aussi tout à l'heure. À chaque fois, c'est en fonction des structures. Il n'existe pas encore le statut de pair, ça n'existe pas. Il y a des médiateurs en santé, etc., etc. Mais du coup, souvent, moi, par exemple, sur ma fiche de paye à Totem, c'était marqué animateur en prévention santé, parce que j'étais embauchée sur des questions de RDR aussi. Et c'est vraiment en fonction des structures, en fonction des postes, etc. Il y a des structures comme le village de santé, par exemple, sur Échirol, où la travailleuse pair, elle a exactement le même salaire que tous les autres salariés de la structure, en fait, qu'ils soient médecins, infirmiers, psychiatres. Voilà, ça dépend des sous, en fait, des financements et du bon vouloir aussi de la direction, quoi. Merci pour ce complément, en effet, c'était important. Un autre aspect, effectivement, qui a aussi été un peu abordé dans les questions, c'était la question de la complémentarité entre travailleur social et travailleur pair. Donc là, je pense qu'Aïcha est revenue dessus. C'est pareil, c'est des choses qui ont un peu été évoquées au fil de l'eau dans nos échanges, mais je pense que les termes qui peuvent être retenus, c'est la question de l'horizontalité, quoi, de ne pas placer un travailleur social au-dessus ou un travailleur pair au-dessus. Ça arrive peut-être plus rarement, mais en tout cas, l'idée, c'est pas qu'il y en ait un qui sache plus que l'autre, c'est que les savoirs des uns et des autres sont complémentaires.
et que l'approche doit être complémentaire aussi et au service des personnes surtout, quoi, que ce soit des personnes accompagnées comme des travailleurs, quoi. Enfin voilà, la bienveillance, enfin ce terme est assez galvaudé, mais en tout cas le respect des individus, que ce qu'on soit travailleur social, travailleur pair ou personne accompagnée est élémentaire, essentiel pour faire en sorte que l'accueil du travailleur pair se passe dans les meilleures conditions, que les travailleurs sociaux n'aient pas l'impression qu'on leur enlève un statut quelconque et que les personnes accompagnées ne se retrouvent pas dans une situation où, en plus de leurs propres difficultés, elles se retrouvent à accueillir le stress et les difficultés du travailleur pair et du travailleur social qu'ils ont en face d'eux. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi beaucoup à dire, hein, sur ces aspects-là, mais voilà, comme je disais, on arrive au bout de notre heure et demie, donc on va devoir aller vers la conclusion de nos échanges. Donc ce qu'on a pu identifier au cours de cette heure et demie, là, c'est la cohérence dans l'évolution des pratiques et dans la prise en compte de la parole des salariés, des personnes accompagnées. On sent qu'il y a quand même une tendance à aller vers plus de prise en considération de ces paroles-là. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'a priori, le fait de recruter un travailleur pair, même si ça peut aider, faciliter les démarches participatives des structures, c'est pas forcément la solution pour améliorer la participation. Il y a énormément de paramètres et d'éléments à prendre en compte, que ce soit pour recruter un travailleur pair, on en a beaucoup parlé, mais aussi pour mettre en place des actions de participation. Beaucoup de questions à se poser sur le sens qu'on veut donner, l'usage qu'on va en faire, la prise en compte qu'on va pouvoir faire des uns et des autres, les moyens qu'on a à y mettre également, c'est une question importante. Donc, du coup, il n'y a malheureusement pas une solution miracle qui serait recrutons un travailleur pair et nos instances participatives vont s'améliorer. Ça suffira probablement pas. Donc, par contre, le travailleur pair, on l'a vu, peut être un garant de la participation. C'est souvent le cas dans les structures, mais il faut que ce soit une dynamique plus globale, quoi. Et les questions qu'on peut se poser, ça peut être jusqu'où les institutions et les associations vont-elles aller dans la reconnaissance du savoir expérientiel. C'est une vraie question. À quand la parité des savoirs, dans le sens où, à quel moment les savoirs expérientiels vont être mis au même niveau que les savoirs des travailleurs sociaux. De manière générale, c'est un peu le combat de Carole, hein, qu'elle nous a partagé, et puis qu'elle évoque dans son livre, je pense également. Et puis qui est généralement partagé par beaucoup de personnes qui réfléchissent sur cette question du travail pair. C'est quelle équivalence entre le savoir d'expérience et le savoir académique. Et puis dans le cadre de la participation, est-ce qu'un travailleur pair va avoir plus de compétences ou de connaissances sur des dynamiques participatives naturellement. Peut-être que des fois, il faut un binôme entre un travailleur social et un travailleur pair, par exemple, peut être intéressant pour la mise en place de cette participation. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Comme le disait Élise dans son témoignage, d'arriver et d'avoir en charge la participation d'une structure parce qu'on est travailleur pair, ce n'est pas forcément un cadeau. Hein, donc il n'y a pas forcément une aisance plus forte de la part des travailleurs pairs pour porter cette participation. Donc, pour les professionnels, veiller à accompagner cette participation et à ne pas tout lâcher sur les travailleurs pairs. Je pense que ça peut être un conseil. Je ne sais pas si quelqu'un a encore un mot de la fin à dire. En tout cas, moi, je tiens à remercier tous les participants pour votre contribution et vos témoignages qui étaient vraiment très riches et intéressants. On a eu des retours positifs aussi dans le fil de conversation. Donc, voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Élise, non, tu allais dire quelque chose? Non, je me suis... Non, j'allais dire merci et au revoir à tous. Le mot de la fin. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.